Je m'appelle Aurore, et j'ai 32 ans. Mon mari millionnaire vient de me traiter de stérile devant une salle d'audience comble, prétendant que je l'avais piégé dans un mariage sans enfant. Son avocat sortait déjà des documents pour prouver que mon infertilité violait notre contrat de mariage. Christian était assis là, dans son costume à 2000 €, jouant le mari dévasté dont les rêves de paternité avaient été anéantis par sa femme défectueuse. Le juge semblait compatissant. La galerie se régalait. Et moi? J'ai plongé la main dans mon sac à main et j'ai souri. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti complètement trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Laissez-moi remonter 3 ans en arrière pour vous montrer comment j'ai fini marié à un parfait imposteur. Imaginez la scène, je travaille comme coordinatrice d'événements dans un hôtel de charme dans le Marais à Paris quand Christian Moreau entre dans ma vie, tout droit sorti d'un roman d'amour. Un M88, des cheveux poivre et sel, des yeux bleus capables de faire fondre des glaciers, et un sourire qui coûtait probablement plus cher que ma Twingo. Il organisait le gala annuel de son entreprise. Et coup de chance pour moi, j'ai été chargé de réaliser chacun de ses vœux. Il faut que ce soit parfait, m'a-t-il dit lors de notre première rencontre, en se penchant sur mon bureau avec ce regard intense. L'argent n'est pas un problème. Célèbre dernière parole, n'est-ce pas? Mais à l'époque, j'étais complètement ébloui. Cet homme a envoyé des fleurs à mon minuscule studio tous les jours pendant une semaine. Il m'a emmené dans des restaurants où les serveurs connaissaient son nom et où le vin coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Quand il m'a demandé en mariage sur le balcon de son Penthouse avec vue sur le jardin du Luxembourg, avec une bague qui aurait pu financer un petit pays, j'ai cru avoir gagné le gros lot en amour. Le mariage était tout droit sorti d'un conte de fées. Christian n'a reculé devant aucune dépense, robe de créateur, organisateur de mariage de célébrités, une liste d'invités qui se lisait comme le magazine Challenge. Sa mère, Hélène, est arrivée de Californie en avion, portant suffisamment de bijoux pour approvisionner Cartier. Son associé, Marc, a porté un toast émouvant sur l'amitié et le succès qui a fait lever les verres à tout le monde. Je me sentais comme Cendrillon qui obtenait enfin son « ils vécurent heureux pour toujours ». Mais les contes de fées ne vous préparent pas à ce qui se passe quand les 12 coups de minuit sonnent et que votre prince redevient une grenouille. En fait, c'est injuste pour les grenouilles. Au moins, les grenouilles sont honnêtes sur ce qu'elles sont. Le premier signal d'alarme aurait dû être notre lune de miel en Provence. Nous séjournions dans une villa incroyable avec des vues sur les vignobles qui s'étendaient sur des kilomètres, et je rayonnais littéralement de bonheur de jeune marié. Christian, ai-je dit au petit déjeuner sur notre terrasse privée, je pensais à fonder une famille. Peut-être qu'on pourrait commencer à essayer à notre retour. Sa tasse d'expresso s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres, comme si je venais de suggérer que nous sacrifions une chèvre. C'est merveilleux, chérie. Mais ne nous précipitons pas. Profitons d'abord de notre mariage. Raisonnable, n'est-ce pas? Sauf que, profiter de notre mariage, signifiait apparemment que Christian travaillait 16 heures par jour pendant que je décorais notre Penthouse et que j'organisais des dîners pour ses associés. Chaque fois que j'abordais le sujet des enfants, il avait une autre excuse toute prête, comme s'il s'était entraîné devant le miroir. L'entreprise était en expansion. Le marché était volatile. Il voulait d'abord m'emmener à Paris, ou à Tokyo, ou sur Mars, n'importe où il pouvait penser pour changer de sujet. Mais ces voyages, ils étaient absolument parfaits. Christian se transformait de nouveau en prince charmant. Il me tenait la main pendant que nous visitions le Louvre, m'embrassait sur le pont des Arts au coucher du soleil, publiait des photos romantiques sur les réseaux sociaux avec des légendes sur sa magnifique femme. Ses abonnés adoraient, commentant sur les objectifs de couple et demandant quand nous aurions des petits. Si seulement ils pouvaient nous voir derrière les portes closes, où mon mari me traitait comme un meuble de luxe, beau à regarder, mais pas particulièrement fonctionnel. Dès que nous rentrions de voyage, Christian disparaissait plus vite que mes espoirs pour notre mariage. Son bureau devenait son sanctuaire. La salle de sport devenait sa deuxième maison, et notre chambre à coucher ressemblait à un musée, magnifique, mais complètement intouchable. Quand j'essayais d'initier une quelconque forme d'intimité, il se souvenait soudain d'un email urgent, qui nécessitait son attention immédiate, car apparemment, les fluctuations du marché ne peuvent pas attendre que votre femme se sente aimée. J'ai commencé à lui trouver des excuses comme si c'était mon travail à temps partiel. Les hommes qui réussissent ont des emplois du temps chargés, me disais-je. Il est en train de bâtir un empire,
et cela demande des sacrifices. Mais tard le soir, en fixant le plafond de notre lit king size pendant qu'il dormait le dos tourné, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose de fondamental n'allait pas. Et par quelque chose, je veux dire tout. Mon amie Rachel, une infirmière qui me connaissait depuis l'université, a été la première à pointer l'évidence. « Aurore, tu as l'air épuisée », a-t-elle dit lors d'un de nos brunchs mensuels, en étudiant mon visage comme si j'étais l'une de ses patientes. « C'est quand la dernière fois que Christian et toi avez eu une vraie conversation ? On se parle tout le temps », ai-je protesté. Mais même moi, je pouvais entendre à quel point cela sonnait creux. C'était comme dire que nous respirions le même air, donc, évidemment, nous communiquions. À propos de quoi ? Son travail ? Votre calendrier social ? Quand est-ce qu'il t'a demandé pour la dernière fois ce que tu ressentais à propos de quelque chose qui compte vraiment pour toi ? Je ne pouvais pas répondre parce que je ne m'en souvenais pas. Christian avait maîtrisé l'art de la conversation sans vraiment communiquer, comme un politicien mais avec de plus beaux cheveux et de pires intentions. Il me demandait comment s'était passée ma journée tout en faisant défiler son téléphone. Il complimentait mon apparence pour la consommation publique, mais en privé, j'aurais aussi bien pu être du papier peint. Le point de rupture est survenu à notre 2e anniversaire de mariage. J'avais organisé une soirée romantique, son restaurant préféré, une bouteille de vin que nous avions partagé le soir de notre mariage, de la lingerie qui coûtait plus cher que l'hypothèque de la plupart des gens. Je voulais me sentir de nouveau connecté à mon mari, me souvenir pourquoi nous étions tombés amoureux. Christian est rentré avec 3 heures de retard. « Désolé, chérie », a-t-il dit en desserrant sa cravate sans même me regarder. Marc et moi examinions les projections trimestrielles, et tu sais comme le temps file quand on discute de stratégie d'expansion. J'étais là, debout dans notre salon, portant une robe qui épousait chacune de mes courbes, le maquillage parfait, l'espoir mourant d'une mort lente et douloureuse dans ma poitrine. Christian, c'est notre anniversaire. Il s'est arrêté avec ce regard de cerf pris dans les phares avant que son sourire d'entraînement ne se mette en place. Bien sûr que ça l'est. Quelle étourderie de ma part. Laisse-moi juste prendre une douche et on pourra commander à emporter chez ce taille que tu aimes. À emporter pour notre anniversaire. Alors que j'étais là, habillé pour la séduction, me sentant comme l'idiote la plus chère du monde. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Pendant que Christian prenait sa douche prétendant qu'il devait se laver du stress de sa journée, car apparemment, le stress est quelque chose que l'on peut faire disparaître avec du savon cher, j'ai pris son téléphone. Je sais que fouiner est mal, mais aux grands mots les grands remèdes, et je me noyais dans mon propre mariage. Ces messages textes étaient étonnamment innocents, des conversations professionnelles avec Marc, des plannings avec son assistante, les communications d'entreprise ennuyeuses habituelles. Pas d'aventures secrètes, pas d'échanges torrides avec des femmes mystérieuses. En fait, sa vie numérique était aussi stérile que notre relation. Quelle ironie. Mais quelque chose me chicotait. La façon dont lui et Marc s'envoyaient des SMS était différente. À l'aise d'une manière que Christian ne semblait plus jamais être avec moi. Ils avaient des blagues privées, des références partagées et une intimité facile que j'enviais. C'était comme regarder 2 personnes qui s'appréciaient vraiment, ce qui était un concept étranger dans mon mariage. Vous savez ce qu'on dit de la curiosité et des chats ? Eh bien, ce chat était sur le point de découvrir des informations très intéressantes, et j'allais très certainement survivre pour en parler. Prenez Marc, par exemple, l'associé de Christian, son meilleur ami depuis l'université, et l'homme qui semblait connaître l'emploi du temps de mon mari mieux que sa propre femme. Ils avaient partagé une chambre à HEC Paris, lancé leur société d'investissement juste après avoir obtenu leur diplôme. Et d'une manière ou d'une autre, Marc était toujours là, toujours invité à nos dîners, nous rejoignant toujours pour les vacances, toujours la 3e roue du carrosse qui ne se sentait jamais vraiment comme une 3e roue. C'était plutôt moi qui étais la 3e roue dans leur amitié parfaitement chorégraphiée. J'ai commencé à prêter attention à des choses que j'avais ignorées auparavant parce que j'étais trop occupé à jouer la femme parfaite. La façon dont tout le comportement de Christian changeait quand Marc entrait dans une pièce soudainement animée, riant sincèrement, plus vivant que je ne l'avais vu depuis des mois. La façon dont il se tenait juste un peu trop près lors des discussions d'affaires, leur conversation s'écoulant avec une aisance qui me faisait me sentir comme une étrangère dans ma propre maison. Marc vient pour la Toussaint, a annoncé Christian un soir de novembre, non pas en demandant mais en m'informant comme si j'étais sa secrétaire. Bien sûr qu'il vient, ai-je répondu, sans prendre la peine de cacher mon sarcasme. Est-ce que ce serait une fête sans Marc ?
Devrais-je lui mettre un couvert à notre dîner d'anniversaire aussi? Oh, attends. On n'en a plus. Christian m'a lancé un regard acéré. Il fait partie de la famille, Aurore. Tu sais, il n'a nulle part où aller. La famille. Un choix de mots intéressant, considérant que Marc avait des parents en Normandie et une sœur à Lyon. Mais apparemment, notre table était sa place pour chaque grande fête. Je commençais à me sentir comme l'invité non désiré à mes propres célébrations, ce qui est tout un exploit quand c'est vous qui payez la dinde. Mais au lieu de commencer une autre dispute qui n'irait nulle part, j'ai décidé de jouer les détectives. Pendant le dîner de Noël, je les ai observés comme si j'étudiais pour l'examen le plus important de ma vie. Les regards échangés, la façon dont Marc pouvait faire rire Christian avec un simple haussement de sourcils, le silence confortable entre eux qui en disait long. Quand Marc a complimenté le dîner que j'avais passé toute la journée à préparer, Christian a rayonné de fierté comme s'il l'avait cuisiné lui-même. Voici quelque chose d'amusant, avez-vous déjà regardé deux personnes qui sont clairement amoureuses essayer de prétendre qu'elles ne sont que des amies? C'est comme regarder une pièce de théâtre mal jouée où tout le monde a oublié son texte mais continue quand même. Après les vacances, j'ai fait une découverte qui a fait basculer mon monde. Christian avait oublié de verrouiller le coffre-fort de son bureau à domicile, quelque chose qui n'arrivait jamais car mon mari était plus obsessionnel que la DGSE en matière de sécurité. Il y gardait des documents importants, des titres de propriété, des portefeuilles d'investissement, des polices d'assurance, et apparemment, des secrets qui changent une vie. Je savais que je ne devais pas regarder. Je savais que je franchissais environ 17 limites différentes. Mais mon mariage était déjà brisé, et j'avais besoin de comprendre pourquoi je vivais avec un étranger qui portait le même nom de famille que moi. La plupart du contenu était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, des documents juridiques, des dossiers financiers, des contrats commerciaux. Mais niché entre ses titres de propriété et sa police d'assurance vie, comme une sorte de cadeau de Noël tordu, j'ai trouvé une enveloppe en papier craft avec le logo d'une clinique médicale. L'en-tête indiquait « Centre de santé masculine de Paris ». Et la date remontait à 3 ans avant même notre rencontre, avant qu'il ne me séduise avec des discours sur la construction d'une vie ensemble, avant qu'il n'acquiesce avec sympathie chaque fois que je mentionnais mon désir d'enfant. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, et honnêtement, elles auraient dû. Consultation pour vasectomie et confirmation de la procédure. Stérilisation volontaire réalisée avec succès. Patient conseillé sur le caractère permanent de la procédure. Laissez cela pénétrer un instant. Mon mari m'avait fait croire que j'étais défaillante alors qu'il s'était littéralement assuré que nous ne pourrions jamais avoir d'enfant. L'audace était presque impressionnante. L'enveloppe a glissé de mes doigts engourdis comme une preuve irréfutable. Et pendant un instant, je suis resté là, dans le bureau de Christian, à regarder les preuves éparpillées sur son bureau en acajou. 3 ans avant de me rencontrer. 3 ans avant de me séduire avec des promesses d'éternité. 3 ans avant de me laisser croire que mon corps nous faisait défaut à tous les deux. Chaque conversation sur notre future famille avait été une performance digne d'un Oscar. Chaque fois que j'avais suggéré des prénoms de bébés ou montré de jolis meubles de chambre d'enfants, il jouait la comédie. Cet homme avait bâti toute notre relation sur une base de mensonges si élaborés que les politiciens en seraient jaloux. J'ai photographié les documents avec mon téléphone, mes mains tremblant toujours d'un mélange de rage et de justification. Puis j'ai soigneusement tout remis à sa place exacte dans le coffre-fort, car si Christian pensait être le seul à pouvoir jouer la carte de la patience, il était sur le point d'avoir un réveil très brutal. Les semaines suivantes furent une pure torture. Je m'asseyais en face de Christian au dîner, bavardant de sa journée, alors qu'à l'intérieur, je hurlais assez fort pour réveiller les morts. Je les regardais discuter avec Marc de leurs dernières entreprises commerciales, et soudain, leur relation a pris une dimension complètement différente. Marc était-il au courant de la vasectomie? Faisait-il partie de cette tromperie élaborée lui aussi? Bien sûr qu'il l'était. On ne partage pas une chambre de dortoir, on ne lance pas une entreprise et on n'entretient pas une amitié de plusieurs décennies sans connaître les antécédents médicaux de son partenaire, surtout lorsque ces antécédents médicaux ont un impact direct sur la femme qu'il a épousée. Tu sembles distraite ces derniers temps, a observé Christian un soir, sans lever les yeux de sa tablette alors qu'il faisait défiler ses emails comme le mari attentionné qu'il prétendait être. Juste fatigué, ai-je répondu, me demandant comment il pouvait être si inconscient du fait que j'avais découvert ses mensonges. Mais encore une fois, Christian avait toujours été excellent pour ne voir que ce qu'il voulait voir. C'est une compétence utile quand on mène une double vie.
La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lors d'un dîner que nous organisions pour certains des associés de Christian. Je jouais l'hôtesse parfaite, comme toujours, quand j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Marc ajustait la cravate de Christian, un geste intime qui a duré juste un instant de trop. Leurs regards se sont croisés, et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose qui expliquait absolument tout. De l'amour. Pas de l'amitié, pas un partenariat commercial, mais un amour authentique, profond et romantique. Je me suis excusé pour aller à la cuisine et j'ai agrippé le comptoir en marbre jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Depuis combien de temps étaient-ils ensemble? Leur relation avait-elle commencé à l'université, ou s'était-elle développée au fil des années à construire leur empire commercial? Plus important encore, pourquoi Christian m'avait-il épousé s'il était amoureux de quelqu'un d'autre? La réponse se trouvait probablement là, dans cette enveloppe en papier craft, n'est-ce pas? La vasectomie, le mariage avec une femme qui voulait désespérément des enfants, le contrat de mariage que j'avais signé sans lire attentivement parce que j'avais été aveuglé par l'amour et les bijoux coûteux, tout cela formait quelque chose de calculé et de cruel. Christian m'avait épousé pour servir de couverture, une belle épouse prospère à exhiber pendant qu'il vivait sa vraie vie avec Marc. Et lorsque notre mariage sans enfant échouerait inévitablement parce que je ne pouvais pas tomber enceinte, il pourrait garder sa fortune intacte tout en jouant la victime d'une femme, défectueuse, qui ne pouvait pas lui donner l'héritier qu'il voulait. C'était en fait brillant, d'une manière complètement sociopathique. J'ai failli admirer la planification impliquée. Failli. J'ai commencé à faire des recherches comme si ma vie en dépendait car, franchement, c'était le cas. De vraies recherches, pas seulement relier des points et tirer des conclusions comme un détective au rabais. J'ai engagé une détective privée, une femme nommée Sarah Perrin, spécialisée dans les affaires matrimoniales et qui avait un palmarès suggérant qu'elle avait vu toutes les formes de tromperie conjugale imaginables. Je l'ai payée avec de l'argent provenant d'un compte que Christian ignorait, un petit héritage de ma grand-mère que j'avais gardé séparé de nos finances communes, car apparemment, j'avais un meilleur instinct pour me protéger que je ne me l'étais accordé. Je dois savoir si mon mari a une liaison, ai-je dit à Sarah lors de notre première rencontre dans un café à Montreuil, loin de tout endroit où Christian ou Marc pourraient tomber sur nous par hasard. Sarah avait la quarantaine, le regard vif et professionnel, avec le genre d'attitude pragmatique que j'aurais aimé posséder 3 ans plus tôt. La plupart des épouses ont une intuition avant d'avoir des preuves, a-t-elle dit en m'étudiant de l'autre côté de la petite table. Que vous dit la vôtre? Que mon mariage est un mensonge depuis le premier jour, et que je suis sur le point de le prouver. Elle a hoché la tête comme si elle avait entendu cette histoire 1 millier de fois, ce qui était soit rassurant, soit profondément déprimant. Donnez-moi 3 semaines. S'il y a quelque chose à trouver, je le trouverai. Ces 3 semaines ont été les plus longues de ma vie. Je devais continuer à jouer l'épouse dévouée alors qu'à l'intérieur, je constituais un dossier pour ma propre libération. Christian n'a rien remarqué de différent dans mon comportement, ce qui, honnêtement, m'a tout dit sur l'attention qu'il avait jamais portée à sa véritable épouse par rapport à son épouse parfaite imaginaire. Aurore a l'air un peu bizarre ces derniers temps, n'est-ce pas? Ai-je entendu Marc demander à Christian un soir où il pensait que j'étais à l'étage. Car apparemment, mon mari discutait de mon état émotionnel avec son petit ami, mais pas avec moi. Elle est probablement juste hormonale, a répondu Christian d'un ton dédaigneux. Tu sais comment sont les femmes. Après 3 ans de mariage, c'était son analyse clinique de mon état émotionnel. Pas inquiet que sa femme puisse être malheureuse. Pas soucieux que quelque chose puisse ne pas aller. Juste hormonal. Comme si j'étais une sorte de phénomène météorologique imprévisible qui produisait occasionnellement des orages. J'ai eu envie d'entrer dans cette pièce et de leur montrer à tous les deux à quel point je pouvais être hormonal. Mais la patience allait payer d'une manière qu'ils ne pouvaient imaginer. Sarah m'a appelé un mardi matin alors que Christian était à la salle de sport avec Marc, leur routine quotidienne que je n'avais jamais remise en question auparavant mais qui semblait maintenant la couverture parfaite pour tout ce qu'il faisait vraiment pendant ces séances d'entraînement de 2 heures. Nous devons nous voir, a-t-elle dit simplement. J'ai ce que vous cherchez. Les photographies étaient absolument accablantes. Christian et Marc quittant un hôtel dans le quartier de l'Opéra. Pas le genre d'endroit où l'on va pour une réunion d'affaires, à moins que vos affaires n'impliquent des lits king size et un service en chambre. Christian et Marc dans un restaurant à Saint-Germain-des-Prés, se tenant la main par-dessus la table comme les amants qu'ils étaient de toute évidence. Christian et Marc s'embrassant dans l'entrée de l'immeuble de Marc à minuit, alors que Christian m'avait dit qu'il travaillait tard, au bureau. Depuis combien de temps, ai-je demandé,
regardant les preuves de la double vie de mon mari étalées sur la table comme des cartes à jouer dans la pire partie de poker du monde. D'après ce que je peux dire, au moins depuis l'université, peut-être plus longtemps. Ils sont très prudents, très discrets, mais il y a des schémas. Des enregistrements d'hôtels au nom de marque, des réservations de restaurants pour deux dans des endroits où ils sont peu susceptibles de croiser quelqu'un de leur cercle professionnel. Votre mari mène une double vie depuis très longtemps. Je me sentais étrangement calme en absorbant cette information. La trahison était maintenant complète. Plus de doute. Plus de remise en question de mes instincts. Plus d'excuses pour un comportement qui n'avait jamais eu de sens. Christian m'avait épousé pour cacher sa relation avec Marc, avait subi une vasectomie pour s'assurer que je ne tomberais jamais enceinte, et avait créé le piège parfait pour s'assurer que je repartirais de notre divorce sans rien. Sauf qu'il avait fait une erreur de calcul cruciale, il avait sous-estimé sa femme. Je veux divorcer, ai-je annoncé un jeudi soir, debout dans l'embrasure de la porte du bureau de Christian alors qu'il examinait des rapports trimestriels. J'avais répété ce moment pendant des semaines, mais ma voix est sortie plus forte et plus claire que je ne l'avais prévu. Christian n'a même pas levé les yeux de son ordinateur portable, car pourquoi l'aurait-il fait? Je n'étais que sa femme. Ne sois pas dramatique, Aurore. Quel que soit ton problème, nous pouvons en discuter rationnellement, comme des adultes. Il n'y a rien à discuter. Je veux sortir de ce mariage. Cela a attiré son attention. Il a finalement levé la tête, et j'ai vu un calcul vaciller dans ses yeux avant que son expression ne s'installe dans ce que j'avais appris à reconnaître comme son visage de négociation, celui qu'il utilisait avec les clients difficiles qui ne comprenaient pas la chance qu'ils avaient d'avoir son expertise. Aurore, ne prenons pas de décision hâtive. Le mariage, c'est du travail, et nous devons tous les deux faire plus d'efforts. Des efforts? J'ai ri, et cela a sonné dur même à mes propres oreilles. Christian, quand est-ce que tu m'as touché pour la dernière fois? Quand avons-nous eu une vraie conversation sur quelque chose qui comptait? Quand m'as-tu traité pour la dernière fois comme une épouse au lieu d'un accessoire coûteux qui fait bien dans les fêtes d'entreprise? Il s'est levé, contournant son bureau avec cette grâce prédatrice qui avait autrefois fait battre mon cœur et qui maintenant ne faisait que me mettre en colère. Tu es émotive. C'est exactement le genre de réaction qui rend toute communication productive impossible. J'ai fini de communiquer. J'ai déposé les papiers. Tu seras assigné demain matin. Le masque est tombé alors, juste pour un instant, et j'ai vu quelque chose de froid et de calculateur dans son expression. Le vrai Christian, celui qui avait planifié toute cette mascarade depuis le début. Tu devrais peut-être reconsidérer cette décision, Aurore. Souviens-toi de notre contrat de mariage. Tu as renoncé à pas mal de droits quand tu étais si pressé de devenir Madame Moreau. Voilà. La menace que j'attendais, le rappel qu'il détenait tout le pouvoir financier, qu'il avait structuré notre mariage pour s'assurer que je me retrouverais sans rien si jamais j'essayais de partir. Christian avait toujours été minutieux dans sa planification. C'était l'une des qualités que j'avais autrefois admirées chez lui. Je me souviens, ai-je dit calmement. Je me souviens aussi de la clause sur le divorce pour faute et de la disposition relative à la pension alimentaire en cas d'adultère ou de fraude. Sa confiance a légèrement vacillé, comme une fissure apparaissant dans un marbre coûteux. Je ne sais pas ce que tu penses savoir, mais je sais pour Marc. Les mots flottaient dans l'air entre nous comme un fil sous tension, crépitant d'une énergie dangereuse. Le visage de Christian est devenu complètement vide, ce masque inexpressif qu'il portait lorsqu'il calculait son prochain coup dans une négociation à haut risque. Je ne vois pas ce que tu veux dire par là. Bien sûr que non. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte pour ma réplique finale. Oh, et Christian, tu devrais peut-être appeler ton avocat. Tu vas avoir besoin de la meilleure équipe juridique que l'argent puisse acheter. Crois-moi sur parole. La procédure de divorce a été exactement aussi brutale que je l'avais prévu. Christian a engagé l'équipe juridique la plus chère de la ville, des hommes en costume coûteux spécialisés dans la protection des hommes riches contre leurs épouses gênantes. Ils ont déposé requête sur requête, remettant en question mon état mental, mes contributions financières au mariage, ma capacité en tant qu'épouse. Mais ils ont commis une erreur cruciale, ils ont supposé que j'étais la même femme naïve qui avait signé ce contrat de mariage 3 ans plus tôt. L'audience préliminaire était prévue pour un mardi matin au tribunal des affaires familiales. Je suis arrivé tôt, vêtu d'un tailleur bleu marine qui projetait la compétence et la respectabilité. Bien que les avocats de Christian aient demandé une audience à huis clos, les médias avaient eu vent de l'affaire.
Le groupe d'investissement Moreau était bien connu dans les cercles financiers, et les divorces compliqués des hommes riches faisaient toujours d'excellents articles. Christian est arrivé avec son équipe juridique et Marc, qui était là en tant que soutien moral et partenaire commercial. Ils se sont regroupés à leur table, chuchotant des stratégies et me lançant des regards confiants comme s'ils planifiaient une OPA hostile. Je me suis assise seule avec mon avocate, une femme intelligente nommée Jennifer Valois, spécialisée dans les affaires de David contre Goliath et qui n'avait encore jamais perdu contre un Goliath. « Vous êtes prête pour ça ?» a demandé Jennifer à voix basse. J'ai tapoté mon sac à main, sentant le poids de l'enveloppe en papier craft à l'intérieur. Je suis prête depuis des mois. L'audience a commencé avec l'avocat de Christian le dépeignant comme le mari dévoué dont la femme était devenue de plus en plus instable et exigeante. Ils ont présenté notre contrat de mariage avec l'aisance de magiciens sortant des lapins de leur chapeau, soulignant la clause qui me laisserait avec des biens minimes si notre mariage prenait fin en raison de mon incapacité à avoir des enfants. Mon client a contracté ce mariage avec la compréhension expresse que lui et Madame Moreau fonderaient une famille, a entonné son avocat comme s'il prononçait un éloge funèbre. Lorsqu'il est devenu clair que Madame Moreau était incapable de remplir cet aspect essentiel de leur accord matrimonial, la relation s'est détériorée au-delà de toute réparation. Incapable de remplir. Le choix des mots était délibéré, conçu pour me faire paraître défectueuse, brisée, moins qu'une vraie femme. J'ai senti tous les regards dans cette salle d'audience m'évaluer, se demandant ce qui n'allait pas chez moi pour que je ne puisse pas donner à mon mari l'enfant qu'il désirait. C'était en fait toute une performance. J'y ai presque cru moi-même. Mais l'avocat de Christian a alors commis son erreur fatale. Il m'a regardé droit dans les yeux avec ce sourire suffisant qui disait qu'il pensait avoir déjà gagné. De plus, votre honneur, des preuves médicales montreront que Madame Moreau est, en fait, stérile. Mon client a enduré 3 ans de faux espoirs pendant que sa femme dissimulait sa condition, rendant la conception impossible. Le silence dans cette salle d'audience était assourdissant. On aurait entendu une mouche voler alors que le juge Harrison fixait Christian, attendant une explication qui ne venait pas. Le visage de Christian était passé de confiant à pâle, puis à vert en environ 30 secondes. Une sacrée transformation pour quelqu'un qui contrôlait habituellement chaque pièce où il entrait. Votre honneur, dis-je en me levant malgré le regard surpris de Jennifer, j'ai des preuves que j'aimerais présenter à la cour. J'ai marché jusqu'à l'estrade du juge, mes talons claquant sur le sol en marbre comme un compte à rebours, et j'ai placé cette belle enveloppe en papier craft entre ses mains. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du bruissement du papier alors qu'il l'ouvrait et examinait le contenu, les dossiers de vasectomie, les photographies du détective privé, les relevés bancaires montrant les frais d'hôtel et les factures de restaurant des rendez-vous secrets de Christian avec Marc. Les relevés téléphoniques documentant les appels nocturnes entre eux alors que Christian était censé travailler tard. L'expression du juge Harrison s'est assombrie à mesure qu'il examinait chaque preuve. Finalement, il a levé les yeux, son regard passant de Christian à Marc puis à moi, comme s'il regardait le match de tennis le plus cher du monde. « Monsieur Moreau » a-t-il dit, sa voix portant le poids de l'autorité judiciaire et un dégoût à peine contenu, « auriez-vous l'amabilité d'expliquer ces documents ?» L'avocat de Christian a bondi comme si sa chaise était en feu. « Votre honneur, nous n'étions pas préparés à répondre à ces allégations aujourd'hui. Nous demandons un ajournement pour examiner correctement ces documents et préparer notre réponse. » Des allégations ? Les sourcils du juge Harrison se sont levés alors qu'il tenait l'une des photographies. Ceci semble être votre client embrassant un autre homme devant un immeuble d'appartement. Suggérez-vous que c'est une sorte de fabrication ? J'ai regardé le monde de Christian s'effondrer en temps réel. Et honnêtement, je devrais probablement me sentir coupable de la satisfaction que cela me procurait. Mais après 3 ans à me faire sentir que j'étais le problème, que j'étais brisée et insuffisante, le voir se tortiller ressemblait à la justice servie avec une dose de karma. Marc était devenu complètement blanc et fixait ses mains comme si elle détenait les secrets de l'univers. L'homme qui avait été si à l'aise en jouant le partenaire commercial concerné était soudainement très intéressé par le carrelage du sol. Votre honneur, Jennifer s'est levée, ces documents montrent clairement que Monsieur Moreau a mené une double vie tout au long de son mariage avec ma cliente. Les dossiers de vasectomie prouvent qu'il n'a jamais eu l'intention d'avoir des enfants, rendant ses affirmations sur la prétendue infertilité de ma cliente non seulement fausses, mais délibérément frauduleuses. Le juge a feuilleté d'autres photographies, son expression devenant de plus en plus dégoûtée. Ce tribunal a vu de nombreux cas de tromperie conjugale, mais ce niveau de préméditation est particulièrement troublant.
Monsieur Moreau semble avoir délibérément épousé Madame Moreau pour couvrir sa relation avec. Le juge Harrison a jeté un coup d'œil à ses notes, Marc Delacroix, puis a structuré leur contrat de mariage pour s'assurer qu'elle ne recevrait rien lors du divorce inévitable dû à sa propre stérilisation volontaire. Christian a finalement retrouvé sa voie, bien qu'elle soit sortie comme un croassement. Votre honneur, ma relation avec Marc est purement professionnelle. Monsieur Moreau, la voix du juge était glaciale, je vous conseille fortement de ne pas commettre de parjure dans ma salle d'audience. Les preuves devant moi suggèrent le contraire, et j'ai vu assez d'affaires judiciaires pour reconnaître un mensonge quand j'en entends un. La section des médias griffonnait frénétiquement des notes. Je pouvais déjà voir les gros titres de demain, la vie secrète d'un magnate de l'investissement révélé, et le mariage d'un millionnaire était une fraude élaborée. L'image publique soigneusement construite de Christian se désintégrait plus vite qu'un château de sable dans un ouragan, et j'étais aux premières loges pour le spectacle. À la lumière de ces preuves, a poursuivi le juge Harrison, je décrète que le contrat de mariage est nul pour cause de fraude. Madame Moreau a conclu ce contrat sous de faux prétextes, croyant épouser un homme qui partageait son désir d'enfant, alors qu'en fait, Monsieur Moreau avait délibérément rendu la conception impossible. L'avocat de Christian avait l'air d'avoir été giflé avec un poisson mouillé. Votre honneur, nous demandons respectueusement. De plus, la voix du juge a tranché la salle d'audience comme une lame, j'accorde à Madame Moreau 50% de tous les biens matrimoniaux, y compris la résidence principale, les propriétés de vacances et une part substantielle du groupe d'investissement Moreau. 50% de tout. Y compris le Penthouse où j'avais passé 3 ans à me sentir comme une étrangère, la maison de Deauville où j'avais organisé d'innombrables fêtes pour ses amis et associés, et plus important encore, une participation de contrôle dans l'entreprise qui avait été le bébé de Christian et Marc. Christian s'est levé d'un bond comme s'il avait été électrocuté. Votre honneur, c'est impossible. L'entreprise est l'œuvre de ma vie. Que vous avez bâti pendant votre mariage en utilisant les lois sur la communauté des biens, a répondu froidement le juge Harrison. Votre femme avait droit à la transparence concernant vos intentions et votre état de fertilité. Au lieu de cela, vous avez commis une fraude d'une ampleur qui choque la conscience de ce tribunal. Je pouvais pratiquement voir les signes euros s'évaporer des yeux de Christian. L'homme qui s'était cru si malin, si prudent dans sa planification, venait de tout perdre parce qu'il avait sous-estimé la femme qu'il avait épousée pour les apparences. C'était presque poétique. Les suites de cette victoire au tribunal ont été rapides et brutales. En 48 heures, la nouvelle de la tromperie de Christian s'était répandue dans le quartier financier de Paris comme une traînée de poudre. L'histoire avait tout ce que les mondains avides de Potin adoraient, des liaisons secrètes, une fraude financière et la chute spectaculaire d'un homme riche. Les associés de Christian ont immédiatement commencé à prendre leur distance. Personne ne voulait être associé à un homme qui avait commis une fraude au mariage, surtout dans un monde où la réputation était tout. Les appels téléphoniques restaient sans réponse, les invitations à déjeuner étaient annulées, et soudain, Christian s'est retrouvé persona non grata dans les cercles mêmes où il avait autrefois régné en maître. Marc a subi le plus gros des retombées professionnelles. Leurs investisseurs, déjà nerveux à cause du scandale, ont commencé à retirer leur argent lorsqu'ils ont réalisé que les deux partenaires fondateurs de l'entreprise vivaient un mensonge qui faisait passer les feuilletons télévisés pour de la petite bière. L'homme qui avait aidé à construire le groupe d'investissement Moreau à partir de rien était soudainement toxique par association. J'ai réemménagé dans le Penthouse pendant que Christian emballait ses affaires comme un général vaincu se retirant du champ de bataille. L'ironie ne m'a pas échappé. La femme qu'il avait tenté de laisser sans rien vivait maintenant dans sa maison, entourée de l'art et des meubles qu'il avait choisis pour impressionner des gens qui ne répondaient plus à ses appels. Ce n'est pas fini, Aurore, a-t-il dit son dernier jour, debout dans notre ancien salon avec des boîtes de ses effets personnels empilées autour de lui comme les ruines de son ancien empire. Tu penses avoir gagné quelque chose, mais tu n'as aucune idée de comment diriger une entreprise. Tu perdras tout en moins d'1 an. J'étais assise dans son fauteuil en cuir préféré, celui où il lisait des rapports financiers en m'ignorant. Tu sais ce qui est drôle, Christian? Tu as passé 3 ans à me traiter comme si j'étais trop stupide pour remarquer tes mensonges, trop faible pour me défendre, trop dépendante de toi pour survivre seule. Et pourtant, nous en sommes là. Le Penthouse semblait différent une fois Christian parti. Plus grand, en quelque sorte, comme s'il pouvait enfin respirer sans sa présence étouffante. J'ai parcouru les pièces qui m'avaient semblé être un musée et j'ai commencé à les faire miennes. La première chose que j'ai faite a été de donner sa précieuse collection d'art chaque pièce prétentieuse qu'il avait achetée pour montrer son goût sophistiqué au musée d'Orsay. Qu'il s'occupe de son héritage pendant que je construisais le mien.
Jennifer Valois, mon avocate, est devenue ma conseillère alors que je naviguais dans le processus complexe de prise de contrôle du groupe d'investissement Moreau. L'entreprise perdait des clients et de l'argent comme un navire en train de couler. Mais ses fondations étaient solides. Christian et Marc avaient bâti quelque chose de valeur, même s'ils avaient détruit sa réputation avec leur drame personnel. Vous avez deux choix, m'a expliqué Jennifer lors d'une de nos sessions de stratégie, vendre vos parts et partir avec assez d'argent pour acheter une petite île, ou vous battre pour reconstruire la réputation de l'entreprise et potentiellement gagner encore plus d'argent à long terme. J'y ai réfléchi pendant exactement 30 secondes. Je n'ai pas traversé tout ça juste pour choisir la facilité. De plus, je veux prouver que cette entreprise peut réussir sans eux. La première réunion du conseil d'administration à laquelle j'ai assisté en tant qu'actionnaire majoritaire a été mémorable de la meilleure des manières. Ces hommes, qui ne m'avaient connu que comme l'épouse décorative de Christian, devaient soudainement me prendre au sérieux en tant que propriétaire d'entreprise. L'ajustement a été douloureux pour toutes les personnes impliquées, mais surtout pour eux. Madame Moreau, a dit l'un des membres du conseil avec précaution, comme s'il désamorçait une bombe, nous apprécions votre enthousiasme, mais la gestion d'une société d'investissement requiert des connaissances et une expérience spécialisée. Vous avez absolument raison, ai-je convenu avec un sourire qui aurait pu couper du verre, c'est pourquoi je fais appel à des consultants et des conseillers pour aider à guider la transition. Mais ne vous y trompez pas, je ne vais nulle part. C'est mon entreprise maintenant. Reconstruire la réputation du groupe d'investissement Moreau, c'était comme pratiquer une chirurgie sur un patient qui se vidait de son sang sur la table d'opération. Chaque jour apportait de nouveaux défis, des clients menaçant de partir, des employés incertains de leur avenir, des concurrents tournant comme des vautours attendant de dépecer nos actifs restants. Mais j'avais des avantages que Christian n'a jamais possédés. Je comprenais les gens d'une manière qu'il ne s'est jamais donné la peine d'apprendre. Alors qu'il s'était concentré sur les chiffres et les profits, j'avais passé des années à gérer des relations, à lire les dynamiques sociales, à comprendre ce que les gens voulaient vraiment par opposition à ce qu'ils disaient vouloir. Il s'avère que ces compétences sont étonnamment utiles en affaires. Ma première décision majeure a été de changer de nom. Le groupe d'investissement Moreau est devenu Capitaux Méridien, un nouveau départ sans le fardeau du scandale de Christian. J'ai engagé une équipe de gestion de crise, une nouvelle agence de marketing et, plus important encore, j'ai fait appel à Rebecca Lefebvre comme PDG. Rebecca était tout ce que je n'étais pas, une expertise financière, 15 ans d'expérience à la tête de sociétés d'investissement et une réputation pour redresser les entreprises en difficulté. C'était aussi une femme dans une industrie dominée par les hommes qui comprenaient exactement ce que cela faisait d'être sous-estimé par des hommes en costume coûteux. Pourquoi moi, a-t-elle demandé lors de notre première rencontre. Vous pourriez engager n'importe quel nombre de cadres expérimentés qui travailleraient probablement pour moins d'argent et moins de questions. Parce que vous savez ce que c'est que tout le monde suppose que vous n'avez pas votre place, ai-je dit, et parce que lorsque j'ai fait des recherches sur votre parcours, j'ai réalisé que vous êtes exactement le genre de personne que Christian n'aurait jamais embauché, ce qui vous rend parfaite pour ce que nous essayons de construire. Rebecca a souri à cela. Vous voulez prouver que l'entreprise peut réussir sans lui. Je veux prouver qu'elle peut mieux réussir sans lui. Les 6 premiers mois ont été brutaux d'une manière que je n'avais pas anticipée. Nous avons perdu environ 40% de notre clientèle, avons dû licencier un tiers de notre personnel, et il y a eu des jours où je me suis demandé si Christian n'avait pas eu raison quant à ma capacité à diriger une entreprise. Mais lentement, progressivement, nous avons commencé à attirer de nouveaux clients intrigués par notre histoire. Il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient l'idée d'investir dans une entreprise qui avait été reconstruite sur les cendres d'un scandale de fraude. Nous nous sommes présentés comme étant transparents, éthiques et dirigés par des personnes qui comprenaient le coût réel de la tromperie. C'était un récit convaincant, et plus important encore, ça a marché. Marc a essayé de me contacter une fois, environ 8 mois après la finalisation du divorce. Il a appelé mon bureau, a réussi à passer outre mon assistante et m'a surprise tard un soir alors que j'examinais les rapports trimestriels et que je me demandais si je n'avais pas eu les yeux plus gros que le ventre. Aurore, je voulais m'excuser, a-t-il dit, sa voix lourde d'une culpabilité probablement sincère. Je n'ai jamais voulu que tu sois blessée dans tout ça. Mais tu savais que je le serais, ai-je répondu calmement, posant mon stylo et me penchant en arrière dans mon fauteuil. Tu savais que Christian m'avait épousé sous de faux prétextes. Tu savais qu'il avait subi une vasectomie. Tu savais qu'il prévoyait de me laisser sans rien lorsque notre mariage sans enfant échouerait inévitablement. Tu savais tout ça, et tu as participé quand même. Je l'aime, a dit simplement Marc,
comme si cela expliquait tout et l'absolvait de toute responsabilité. Je sais que tu l'aimes, mais l'amour n'excuse pas la cruauté, Marc. Et ce que vous m'avez fait tous les deux était incroyablement cruel. C'était calculé, délibéré et conçu pour détruire ma vie pour votre convenance. Il est resté silencieux pendant un long moment. Pour ce que ça vaut, je pense que Christian t'a sous-estimé depuis le début. Il a vu ce qu'il voulait voir, quelqu'un qu'il pouvait contrôler et manipuler. Il n'a jamais vu à quel point tu es vraiment forte. Non, ai-je convenu. Il ne l'a pas vu. Et ce fut sa plus grande erreur. 2 ans après le divorce, Capitaux Méridien ne survivait pas seulement, nous prospérions d'une manière qui aurait fait tourner la tête de Christian. Notre portefeuille de clients avait augmenté de 300%. Nous avions ouvert des bureaux à Lyon et à Marseille, et Rebecca avait fait la couverture des Échos comme l'une des étoiles montantes de l'industrie. Mais mon vrai triomphe est arrivé un mardi matin lorsque mon assistante a sonné à mon bureau avec une excitation inhabituelle dans sa voix. « Mademoiselle Moreau, vous avez un visiteur, un certain monsieur David Perrin de Perrin et Associés. Il dit que c'est à propos d'une proposition commerciale que vous trouverez très intéressante. » David Perrin s'est avéré être le frère de Sarah, la détective privée qui m'avait aidé à rassembler des preuves contre Christian. Contrairement à sa sœur, David était un spécialiste des acquisitions d'entreprises qui gagnait sa vie en achetant et en vendant des sociétés en difficulté, comme une sorte de vautour des affaires. « J'ai quelque chose que je pense que vous voudrez voir, » a-t-il dit, faisant glisser un dossier sur mon bureau avec la satisfaction de quelqu'un qui apporte d'excellentes nouvelles. Le groupe d'investissement Moreau est à vendre. J'ai ouvert le dossier et j'ai senti un sourire s'étendre sur mon visage qui devait paraître presque prédateur. L'entreprise originale de Christian et Marc, celle qui avait perdu la plupart de ses clients et investisseurs après le scandale, perdait maintenant de l'argent et cherchait désespérément un acheteur. Le prix demandé était une fraction de ce que l'entreprise valait à son apogée. Ils en demandent 12 millions d'euros, a expliqué David. Sur la base de leurs actifs restants et de leurs contrats clients, c'est en fait une bonne affaire pour quelqu'un qui sait comment redresser une marque endommagée. 12 millions d'euros, une somme dérisoire par rapport à ce que j'avais obtenu du règlement de divorce. Plus important encore, cela me donnerait la chance de boucler la boucle, de posséder l'entreprise sur laquelle Christian avait bâti toute son identité. Il y a une dernière chose, a ajouté David avec un sourire qui suggérait qu'il appréciait son travail autant que j'allais apprécier le mien. Ils ne savent pas que vous êtes l'acheteuse potentielle. Je vous ai représenté par le biais d'une société écran, donc pour eux, ils vendent à des investisseurs anonymes. La pensée du visage de Christian lorsqu'il réaliserait qui achetait l'œuvre de sa vie était presque trop délicieuse à contempler. Presque. L'acquisition s'est déroulée sans accroc, plus facilement que les mensonges de Christian ne l'avaient autrefois semblé. Le groupe d'investissement Moreau est officiellement devenu une filiale de Capitaux Méridien, et avec elle est venue quelque chose que je n'avais pas prévu, une conclusion qui m'a fait plus de bien que n'importe quelle séance de thérapie. Christian m'a appelé le jour de la finalisation de la vente. J'étais dans mon bureau, regardant l'horizon de Paris et pensant à combien ma vie avait changé, quand mon téléphone a sonné avec son numéro. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Aurore. Sa voix était plate, vaincue, dépouillée de toute la confiance qu'il avait autrefois rendue si attirant. Je viens de découvrir qui a acheté l'entreprise. Félicitations pour la vente, ai-je dit aimablement, comme si je parlais à n'importe quelle autre connaissance professionnelle. J'ai entendu dire que vous avez obtenu un prix juste compte tenu des circonstances et de la réputation actuelle de l'entreprise. Pourquoi? La question est sortie brute, en colère, comme un animal blessé. Tu m'as déjà tout pris. Pourquoi ça aussi? Je ne t'ai rien pris, Christian. J'ai simplement arrêté de te laisser prendre de moi. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, me sentant étrangement en paix avec cette conversation. Tu as bâti cette entreprise pendant notre mariage en utilisant des biens communautaires. Selon la loi, j'ai toujours eu droit à la moitié. Maintenant, je possède tout, en bonne et due forme. Tu ne comprends pas ce que cette entreprise signifiait pour moi. Je comprends parfaitement. C'était ton identité, ta preuve de valeur, ton héritage. Tout comme notre mariage était censé être mon identité, ma preuve de valeur, mon héritage. La différence, c'est que tu as essayé de détruire le mien tout en construisant le tien sur des mensonges. Je reconstruis le tien avec honnêteté. Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Finalement, il a dit, « Qu'est-ce que tu vas en faire ?» En faire quelque chose qui ne nécessite pas la fraude pour réussir.
L'intégration du groupe d'investissement Moreau au sein de Capitaux Méridien a nécessité 6 mois de planification minutieuse. Nous avons gardé les meilleurs employés, les relations clients les plus précieuses et les solides stratégies d'investissement qui avaient fait le succès de l'entreprise à l'origine. Tout le reste, la culture toxique, le réseau de copinage, l'arrogance désinvolte qui avait permis la tromperie de Christian, nous l'avons complètement éliminé. Mais la vraie surprise est venue quand j'ai découvert à quel point les problèmes financiers de Christian étaient devenus profonds. L'homme qui avait autrefois contrôlé des millions avait maintenant du mal à joindre les deux bouts, tel un indigent financier. Sa réputation dans le monde de la finance était détruite. Sa marque personnelle était toxique, et le règlement du divorce lui avait laissé bien moins que ce qu'il avait prévu. Marc s'en était légèrement mieux sorti, mais seulement parce qu'il avait eu le bon sens de prendre ses distances avec Christian une fois le scandale éclaté. Il avait déménagé en Californie, lancé une petite société de conseil et reconstruisait lentement sa carrière avec un profil plus bas. Homme intelligent, même si son goût en matière de partenaire était discutable. Quant à moi, je vivais dans le pantouse qui m'avait autrefois semblé une prison, dirigeant des entreprises qui généraient plus de revenus que Christian n'en avait jamais rêvé. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Mais l'histoire ne se termine pas par un succès professionnel et une vengeance financière, car apparemment, la vie me réservait d'autres surprises. J'étais à un gala de charité, le genre d'événement auquel j'avais assisté des dizaines de fois comme la femme trophée de Christian, quand j'ai rencontré le docteur Jacques Michel. Il était chirurgien pédiatrique à l'hôpital Necker-Enfants Malades, récemment divorcé lui-même, et rafraîchissamment peu impressionné par mon succès commercial ou mon statut social. « Alors, vous êtes la femme qui a fait tomber le groupe d'investissement Moreau », a-t-il dit lorsque nous avons été présentés, son ton plus curieux que critique. « Je suis la femme qui a survécu au groupe d'investissement Moreau », ai-je corrigé. Il y a une différence. Il m'a étudié avec des yeux gris intelligents qui me rappelaient des nuages d'orage. J'imagine bien. Cela a dû demander une force incroyable. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un reconnaissait ce que j'avais traversé plutôt que de se concentrer uniquement sur ce que j'en avais retiré. La plupart des gens voyaient le pantouse, l'entreprise prospère, la victoire financière, et supposaient que j'en étais sortie gagnante. Jacques a été la première personne à reconnaître que survivre à ce niveau de tromperie et de trahison avait nécessité quelque chose de plus profond que de bons avocats et de la détermination. Nous avons parlé pendant 3 heures à ce gala, bien après la fin du programme officiel et le départ de la plupart des invités. Il m'a parlé de son travail pour sauver la vie d'enfants, de son propre divorce compliqué avec une femme qui voulait le salaire d'un médecin mais pas l'emploi du temps d'un médecin. Je lui ai parlé de la construction d'une entreprise sur les cendres d'un mariage frauduleux, de l'apprentissage de la confiance en mes instincts après des années de manipulation psychologique par un professionnel. « Aimeriez-vous dîner un de ces soirs ?» a-t-il demandé alors que la soirée touchait à sa fin. Quelque part de calme où nous pourrons continuer cette conversation sans une centaine de personnes faisant semblant de ne pas écouter. J'ai failli dire non. Après tout ce que j'avais vécu avec Christian, l'idée de faire confiance à un autre homme me semblait aussi attrayante qu'un traitement de canal volontaire. Mais quelque chose chez Jacques semblait différent, authentique d'une manière que Christian n'avait jamais été, même lors de ses performances les plus convaincantes. Je devrais probablement vous avertir, ai-je dit. Je traîne un lourd passif, scandale public, problème de confiance, un ex-mari qui a commis une fraude au mariage, et une tendance à enquêter sur le passé des gens avant le deuxième rendez-vous. Jacques a souri. Et ce n'était en rien le charme étudié de Christian. C'était chaleureux, réel, sans défense. J'ai des horaires de chirurgie d'urgence, une tendance à disparaître au travail pendant des périodes de 12 heures, et une ex-femme qui raconte à qui veut l'entendre que j'ai choisi ma carrière plutôt que notre mariage. On compare nos passifs autour d'un dîner vendredi ? J'ai réalisé que je lui souriais en retour, le premier vrai sourire que j'avais ressenti depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir. Ça me semble parfait. 6 mois plus tard, j'étais dans la salle de bain de mon pantouse, regardant un test de grossesse avec 2 lignes roses, ressentant des émotions que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Après tout ce que Christian m'avait fait subir les années à penser que j'étais défaillante, l'humiliation publique au tribunal, l'ironie cruelle d'être traitée de stérile par un homme qui s'était lui-même rendu stérile, j'étais enceinte. Jacques et moi avions pris les choses lentement, construisant la confiance et l'intimité d'une manière que je n'avais jamais connue avec Christian. Il avait été patient avec mon anxiété face à l'engagement, compréhensif quant à mon besoin d'indépendance, et incroyablement solidaire de mes projets professionnels. Quand je lui avais parlé de mon désir d'avoir des enfants un jour, il avait simplement dit « Un jour, ça me va, quand tu seras prête. »
Apparemment, ce jour était arrivé plus tôt que prévu. Aurore a appelé Jacques depuis la chambre. Tout va bien là-dedans? J'ai ouvert la porte de la salle de bain, tenant toujours le test, essayant encore de digérer ce retournement de situation. Jacques a jeté un coup d'œil à mon visage, puis au test dans mes mains, et son expression est passée de l'inquiétude à l'émerveillement. Est-ce que tu, a-t-il commencé, puis s'est arrêté, attendant que je lui dise ce que je pensais de cette nouvelle avant de révéler sa propre réaction. Je suis enceinte, ai-je dit, les mots semblant surréalistes. Après tous les mensonges de Christian sur mon infertilité, après avoir cru pendant des années que je ne pourrais peut-être jamais avoir d'enfant, je suis réellement enceinte. Jacques a traversé la pièce en 2 enjambées et m'a prise dans ses bras, avec soin et douceur, comme s'il avait peur que je me brise. Comment te sens-tu? Terrifié, ai-je admis. Excité, vengé. Comme si l'univers avait un sens de l'humour et un excellent timing. Quand Emma Rose Michel est née un mardi matin enneigé de février, pesant 3,2 kg avec une tête pleine de cheveux sombres et le menton déterminé de son père, j'ai enfin compris à quoi ressemblait la vraie victoire. Ce n'était pas le succès financier, ni la reconnaissance professionnelle, ni même la satisfaction de voir l'empire de Christian s'effondrer. La vraie victoire, c'était de tenir ma fille dans mes bras, sachant que j'avais survécu à tout ce qui avait essayé de me briser et que j'en étais sortie plus forte, plus sage et infiniment plus capable d'aimer que je ne l'avais jamais cru possible. Jacques m'a demandé en mariage quand Emma avait 6 mois, non pas avec un énorme diamant conçu pour impressionner les autres, mais avec la simple bague en or de sa grand-mère et la promesse qu'il passerait sa vie à être digne de la confiance que j'avais placée en lui. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans le jardin du Pentouze, entouré des personnes qui m'avaient soutenu pendant la période la plus sombre de ma vie. Quant à Christian et Marc, ils n'étaient pas invités, évidemment. J'avais entendu dire qu'ils avaient déménagé à Bordeaux, où Marc dirigeait une petite société de conseil en investissement et Christian travaillait comme analyste de niveau intermédiaire. Ils étaient ensemble, vivant enfin ouvertement en couple, mais leur réputation professionnelle ne s'était jamais remise. Parfois, la meilleure vengeance, c'est vraiment de bien vivre, et je vivais très, très bien. Si cette histoire vous a touché, assurez-vous de liker et de vous abonner pour plus de récits de personnes qui ont transformé leur pire trahison en leur plus grand triomphe. N'oubliez pas, parfois les gens qui nous sous-estiment nous offrent le plus grand cadeau de tous, la motivation de leur prouver spectaculairement qu'ils ont tort.